pendant la tâche, disons qu'avec l'approche de l'ELBT, le travail se fait en amont. Alors, on doit développer la tâche, on doit avoir ses objectifs, etc. On arrive en salle de classe et puis notre rôle principal au début, ça va être de communiquer aux apprenants les objectifs, donc qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, quel sera le produit final. Mais pendant la tâche, on prend un rôle, disons, secondaire. On n'essaie pas de s'effacer, mais on prend un peu de recul et on essaie d'encourager les étudiants à se débrouiller, à travailler ensemble, à demander de l'aide à leurs pairs, à se poser des questions, à même retourner dans leurs cahiers, leurs notes, les ressources qu'ils ont pour réaliser la tâche. Donc, dans un premier temps, je dirais que le rôle de l'enseignant serait de prendre du recul. Bien sûr, ils ont un rôle quand même assez important. Donc, une fois que la tâche est amorcée, que les élèves travaillent, la personne enseignante peut facilement se promener, être à l'écoute. Être à l'écoute quand il y a des bris de communication, puis les élèves ont de la difficulté à trouver une solution. Donc, on peut venir les dépanner, les soutenir sur le plan linguistique. On peut aussi les soutenir sur le plan affectif et comportemental, parce que c'est sûr que, comme dans n'importe quelle classe, les élèves peuvent faire des choses qui dévient de l'objectif. Donc, on a quand même une responsabilité de s'assurer que les étudiants, les élèves travaillent. Mais on est là comme soutien, on est là comme guide. On est là pour s'assurer qu'ils arrivent, qu'ils se sentent outillés pour réaliser la tâche. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme personne enseignante pour soutenir les apprenants. Lors de la réalisation de la tâche, on remarque que tout à coup, il manque certains outils. Quand je parle d'outils, je parle vraiment du langage pour s'exprimer, pour réaliser la tâche. À n'importe quel moment, je peux interrompre la tâche et prendre un rôle plus central et offrir un enseignement, disons, traditionnel. Je peux offrir un enseignement explicite. Je peux écrire des informations au tableau. On peut le faire en forme de dialogue avec les apprenants. Donc, on peut interrompre la tâche et une fois qu'on a l'impression qu'ils sont davantage outillés, on retourne au travail. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible ou ce n'est pas suffisant. Alors, des fois, on continue, on termine le cours, on termine la tâche avec l'intention de répéter la tâche. Dans le LBT, on parle beaucoup de la répétition de la tâche. On peut faire une répétition identique. Donc, 2 jours plus tard, on revoit nos élèves et on dit « Bonjour, aujourd'hui, l'objectif sera, je prends un exemple d'une tâche de transposition, sera de créer une infographie pour les Olympiades. Madame, on vient de la faire il y a 2 jours. Il y en a qui s'en souviennent, il y en a qui s'en souviennent pas. Et on dit « Parfait, on la refait. » Une tâche identique va leur permettre de puiser dans leurs ressources, dans leur mémoire, de se remettre au travail et de réaliser la tâche avec plus de fluidité, plus de succès, peut-être avec beaucoup plus de confiance. Alors, la répétition de la tâche identique, c'est une stratégie qu'on peut utiliser si on remarque que nos étudiants n'ont pas tout à fait tous les outils pour bien la réussir. Il est possible aussi de changer la dynamique des pairs. Parfois, ils travaillent avec des élèves qui ont besoin davantage de soutien. Alors, on pourrait se dire, aujourd'hui, on va refaire la tâche, mais on va changer les équipes. On va mettre des plus forts avec des moins forts. Ensuite, bien sûr, si on a des plus forts, puis on a un groupe qui est tout à fait, qui a besoin de davantage de soutien, bien, on peut les mettre en sous-groupe avec nous, puis travailler avec eux. On peut prendre le rôle d'étudiants, étudiants experts, où on va les pousser et on les encourage, on les encadre. Maintenant, la post-tâche. La post-tâche, c'est quelque chose que je trouve très important. La post-tâche, c'est un moment de consolidation, un moment de consolidation des connaissances. Parfois, il y a eu des questionnements pendant la réalisation de la tâche, puis on n'a pas voulu interrompre la tâche. Alors, à la post-tâche, on peut attirer l'attention de l'apprenant envers quelque chose qui a été soulevé. Ça peut être une notion grammaticale, ça peut être du vocabulaire, ça peut être le déroulement, mais dans ce cas-là, on va vouloir augmenter le noticing, donc la prise de conscience. Alors, dans une post-tâche, c'est un moment, je dirais, idéal pour avoir un enseignement plus direct, plus explicite pour soutenir l'apprenant. Mais la post-tâche, ça peut être aussi un moment pour que l'apprenant prenne un moment de réflexion. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont bien réussi? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'une différente façon afin de mieux réaliser la tâche? Fait que ça peut être un petit moment pour simplement s'auto-évaluer. Puis l'auto-évaluation, c'est un autre mécanisme d'apprentissage parce que si on réfléchit à ce qu'on a bien fait puis ce qu'on pourrait améliorer, on peut réinvestir ça au prochain cours. Dans le cas où on a des apprenants qui viennent d'arriver ou qu'il y a vraiment un écart dans les niveaux, c'est sûr qu'il faut travailler de plus près avec eux. Lorsqu'on travaille avec un matériel, disons, ouvert, c'est une photo.
Alors, la photo, pour moi, ça se pourrait qu'à mon niveau, j'ai seulement les ressources pour la décrire avec un mot, mais que ma partenaire arrive à mettre ces mots-là dans une phrase plus sophistiquée. Alors, quand on travaille avec des tâches, puis il y a plusieurs réponses possibles, le matériel est adapté, disons, à ces différents niveaux-là, parce que chaque apprenant va contribuer qu'est-ce qu'il ou elle peut apporter à la tâche. Donc, il peut y avoir d'autres tâches connexes, peut-être des tâches plus créatives, de côté artistique, qui vont venir, pas les garder occupés pour les garder occupés, mais pour sentir qu'ils ont contribué à la tâche. Donc, on peut leur offrir des imagiers, bien sûr, on peut les mettre à la tâche avec des activités créatives, on peut leur demander, s'ils parlent d'une langue autre que le français ou l'anglais, d'expliquer à leur père comment est-ce que tu dis cette chose-là ou cet objet-là, comment tu le nommes dans ta langue. Puis on peut commencer à inclure ces choses-là sur le tableau pour qu'il y ait des parallèles visuels pour l'apprenant. Donc, il pourrait voir, ah, mais en espagnol, qui est ma langue, je le dis comme ça, ou en coréen, c'est écrit comme ça. Alors, il y a des parallèles qui peuvent s'établir entre les différentes langues pour que l'apprenant, ce ne soit pas juste l'élève qui vient d'arriver, mais les pairs aussi.